Salut tout le monde, c'est Gingy pour GingyDR. En fait, c'est un GingyDR, mais c'est plutôt un GingyDR, un Sony GingyDR assez spécial, puisque c'est plutôt une vidéo réflexion. C'est plutôt une vidéo réflexion qu'une vidéo qui va vous apprendre quelque chose. C'est plutôt, ça va, enfin si, ça va vous apprendre quelque chose, mais c'est juste des réflexions que j'ai et que j'avais envie de vous partager sur un sujet, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, mais en quelque part. La facette, les différentes facettes qu'elles ont, j'ai tendance à vouloir les éviter et ça a un rapport malheureusement avec l'optimisation. En fait, dans le JDR, quand je joue à un JDR, je n'ai pas vocation à faire de l'optimisation. Mais j'avais envie de raconter pas seulement des choses autour du JDR, mais autour de la fiction tout court. Mais de toutes les façons, il faudra quand même que je parle de JDR parce que je voulais savoir justement certaines choses, et peut-être que vous arrivez à m'éclairer, peut-être pas, mais au moins je vais essayer. On va discuter de la légitimité, de la puissance dans euh, l'univers de la fiction. Voilà. Alors pour l'univers du JDR, c'est assez facile à voir. Normalement, il y a un truc que j'appelle l'élément de force, c'est dans un univers, il y a toujours ce qu'on appelle un élément de force, c'est-à-dire ce qui domine, ce qui fait vraiment loi, ce qui fait foi dans cet univers. Et dans la plupart des jeux qui sont vus en généralité, c'est le combat. Et tout en sachant qu'il existe plusieurs formes d'adversité dans le jeu de rôle, un qui ressort le plus, volontairement ou non, et ça dépend de la façon dont on écrit les règles, c'est le combat malheureusement. Je dis malheureusement parce que ça, ça dépend de ce que vous voulez raconter. Vous pouvez écrire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, si vous avez écrit un JDR, que vous ne mettez pas en avant le combat, que vous avez rien écrit dans les règles qui parlent spécifiquement de combat, on parle dans le domaine général, on parle des applications, par exemple des caractéristiques, mais que vous avez un joueur, quand vous expliquez quelque chose à un potentiel nouveau joueur, il y a un joueur qui porte dessus votre épaule et qui lui dit ouais mais les combats, et puis il part en couille alors que vous ne vouliez pas le sentir comme ça. Et souvent, c'est malheureusement l'argument qui est retenu. Euh, c'est un peu en rapport avec ça. Mais je vais donner des éléments pour vous expliquer c'est quoi l'élément de puissance dans un univers. Par exemple, dans Inazuma Eleven, donc le RPG autour du football, qui fait des attaques spéciales. C'est quoi qui fait foi? C'est le football, parce que le football permet d'utiliser des attaques spéciales. Tout le scénario tourne autour du football, ou plus ou moins utilise le football comme prétexte dans ce genre d'univers-là. C'est prétexte. Bon, par exemple, Medabots, c'est les Medabots, c'est des robots. On vous dit, oui, là, les de puissance, c'est sous-entendu que c'est les Medabots, puisque d'une part, on vous montre que on sait utiliser à peu près de manière sportive. Donc, allez, vas-y, fais ci, fais ça. Et de l'autre côté, on vous montre que ils sont bel et bien capables, non pas de se battre et, par exemple, blesser des gens, mais ils peuvent être utilisés dans des guerres. Pareil, l'élément le plus pertinent, c'est Beyblade. L'élément de force, c'est la toupie. Et il y a une façon qui est montrée et qui est souvent moquée, mais il faut se rendre compte de la construction de l'univers pour justement comprendre pourquoi ce choix a été fait et pas autrement. Si vous voyez une toupie, ou du moins une forteresse au-dessus d'une toupie, l'élément de force c'est la toupie. Ils se battent avec des toupies. On te dit même que dans le passé, la toupie de Beyblade était considérée comme une arme. Donc c'est normal que la forteresse se trouve dans une toupie, puisque la toupie évoque la force. Voilà. Et donc, maintenant que vous avez compris cette échelle-là, dans le médiéval fantastique, la plupart du temps, c'est le combat. Et je dirais même dans l'ensemble des univers, c'est le combat. Attendez quelques secondes. Voilà. Et je disais, dans les univers, la majorité des univers de JDR, la diversité la plus avancée, c'est le combat. Voilà. Pas envers et contre tout, puisqu'il y en a qui essaient de raconter autre chose. Mais voilà. Et du coup, je parlais de la légitimité de la puissance. Pourquoi ça m'est survenu? C'est parce que justement,
c'est en rapport avec de la construction de personnages. Mais avant de vous en parler, j'avais envie de vous parler justement des différentes facettes qui parlent de légitimité et de puissance. C'est quoi les facettes, les critères spécifiquement dans le JDR? La première chose, je dirais, c'est la proposition de race. Dans les univers médiévaux fantastiques, il existe plusieurs races. Bien sûr, les elfes, les nains, les hobbits, nanana, puis les sous-espèces, puis autres, les races plus exotiques, patati patata. Donc ça, c'est clair. Euh, on peut voir les caractéristiques, sur le livre, c'est indiqué les caractéristiques, et là, on voit déjà un truc, les caractéristiques ne sont pas égaux. Il y a aucune race, il se peut qu'il y ait des races qui ont des caractéristiques égaux, mais toutes les races ne se valent pas en matière de points. Ensuite, pour prendre là, c'était pour parler de, j'ai pris l'exemple de Pathfinder et de Donjon Dragon, mais pour appliquer ça par exemple à Warhammer, là, surtout la V1, puisque c'est la V1 que j'ai lu les suppléments et j'ai vu la création des différents elfes avec les différents elfes, les différents personnages. Et en fait, les hobbits sont certainement les personnages qui se font plus muler la tronche à cause de leurs caractéristiques offensives basses, puisqu'on parle de rapport de force. Donc du coup, les personnes sont moins enclines à les jouer. Sauf s'il y a bien sûr des personnes qui me contredire, mais je ne me rappelle pas avoir lu un rapport de Warhammer qui disait qu'il y avait un hobbit, ou si c'était un hobbit, c'était un hobbit voleur qui s'est volé, mais qui ne combat pas forcément. Voilà, en gros, il a un rôle utilitaire sur le porte-torche. Dans les univers comme dans Jeux de Dragon, je pense pas qu'il y ait de porte-torche à proprement parler. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion pas de profession, mais voilà, c'est une notion de classe. Et souvent, les mécaniques des classes de ce genre de jeu, c'est-à-dire Donjons et Dragons, là je parle de la 3.5 puisque c'est celle que je connais, et Pathfinder, ben, en fait, il y a des mécaniques autour. Et je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je vais dire. Mais ce que je vais dire, je le prends en compte car je suis un très très grand consommateur de jeux vidéo. Je suis beaucoup l'actualité des MMO. J'ai joué à pas mal de MMO. Mais je suis désolé, mais quand je regarde le système des classes dans euh, Pathfinder, j'y vois beaucoup de mécaniques. Je me dis, mais en fait, limite, ça me fait beaucoup penser à certains systèmes de classes dans comment dire ça, dans les MMO mainstream. On aime ou on n'aime pas ce que j'ai dit. Personnellement, dans les faits, quand je regarde, c'est à ça que ça ressemble. Et du coup, à ce moment-là, vu que les classes ont une façon différente de fonctionner dans leur application, qu'est-ce qu'une classe? Et ça, c'est une réflexion que j'ai eue par rapport à mes joueurs. Je leur expliquais dans mon JDR, est-ce que l'optimisation est nécessaire? Est-ce que la notion de classe est nécessaire? Et pourquoi une classe est arbitraire dans la définition? Donc du coup, ça dépend du JDR, mais normalement, qu'est-ce qui fait qu'un guerrier est un guerrier? Ben, normalement, on te dit tu as droit à ça et tu n'as pas droit à ça. Ou tu peux avoir ces compétences au départ, mais pas d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, et justement, il y a plein de choses où en fait, vous avez l'impression en fait, c'est que c'est des petites cases que vous mettez à votre personnage dans. Pour moi, c'est ça, c'est des petites cases. C'est des petites cases qui pas forcément mettre la vie dure, mais que vous acceptez telle qu'elle. Et personnellement, ben, dans mon JDR, j'ai décidé de ne pas en mettre après avoir vu que justement c'était arbitraire. Il faut, si un joueur doit interpréter un personnage, il faut qu'il sache où il veut aller. Ou s'il ne sait pas où il veut aller, il faut que ce qu'il joue lui plaise avant tout, et après la direction qu'il donnera à son personnage sera déjà un sujet qui sera différent. Voilà. Et après, je me suis dit aussi, c'est quoi, on parlait dans le sens, c'est quoi un groupe équilibré? Et malheureusement, je pense que je vais faire une petite remarque, mais je pense que ça ne concerne qu'une minorité de personnes, mais je vais la dire quand même, et je vais essayer de pas trop être blessant. Je suis désolé les gens, mais arrêtez d'utiliser des termes de MMO pour les JDR.
Ça n'a aucun sens. DPS, ça ne veut rien dire dans un JDR. Dégâts par seconde. Alors que techniquement, ben, c'est du tour par tour. C'est une prise de décision, vous lancez des dés. Voilà. Et du coup, même ces postes-là, c'est-à-dire DPS, tank, healer, support, ça encore, c'est des choses c'est des classifications qui sont arbitraires et qui sont parfois même attribuées aux classes. Et c'est quoi un groupe équilibré? Beaucoup de personnes diront, dans l'ensemble, après avoir fait 3 recherches, c'est un prêtre, un voleur, un mage, un guerrier, et la plupart du temps, on voit aussi le chevalier sortir. Pourquoi le chevalier sort? Je pense que c'est parce que justement le prêtre, il a ses pouvoirs, il a des capacités, il peut même soigner. Le chevalier, c'est sa capacité à encaisser. Donc on est encore sur ses travers. Et aussi parfois, à la place du voleur, à défaut de dire un voleur, on dit un rôdeur. Voilà. Et des fois même c'est complémentaire. Donc il y a aussi ces facettes-là. Et après avoir vérifié tout ça, qu'est-ce qui fait qu'une classe et plus justement fait partie de ce cœur par rapport à une autre? Et là encore, c'est les mécaniques du jeu qui révèlent ça. Mais en aucun cas, euh, elles font office de poids, en fait. Pour prendre un exemple, euh, je ne me rappelle pas d'une fois où euh, avoir choisi un bard était anodin. Parce que on a fait des mécaniques qui sont propres au bard. Surtout que ça dépend dans quel univers vous jouez, mais par exemple, j'ai souvent joué, je joue souvent les personnages. Je parle dans les, je vais prendre l'exemple que je connais. Par exemple, c'est Neverwinter Nights sur PC. Donc ça utilise le système de Donjons et Dragons. Et du coup, en fait, quand je jouais un bard, ben, le bard c'était équilibré. Je veux dire, j'étais agile, le personnage était agile, il était fort, il avait de la constitution, il était puissant, il avait un niveau 0 en tant que mage, il pouvait manier des tas d'armes, il pouvait faire à peu près tout. Et du coup, je me suis dit, ben, si on s'est basé sur ce cœur-là, pourquoi cette proposition? C'est quoi la proposition c'est quoi la légitimité de la proposition qui est faite parmi les classes que j'ai annoncées, les classes que j'ai annoncées avant, c'est-à-dire les choix généraux. Mais je pense que c'est justement par air du temps. Je pense que vu que Donjons et Dragons dit Donjons et Dragons a tout créé, peut-être que c'est vrai. En fait, dans une vaste partie des cas, oui. Mais voilà, et je pense que ça doit être de là que ça vient. Je ne vois pas d'autre solution à ça. Euh, et du coup, eh ben, toute cette réflexion m'a permis de justement chercher encore les buts, la légitimité de la puissance dans le JDR. Et j'ai commencé encore plus à la chercher quand j'ai vu il y avait certains joueurs quand j'ai créé mon univers, que le fait qu'il n'y avait pas de classe, ils ne savaient pas trop quoi faire. Et c'est quand même drôle parce que finalement, euh, le JDR c'est de la liberté, mais que les appuis de certains de mes joueurs sont basés sur des choses qui viennent d'autres univers fictifs. Par exemple, un de mes joueurs a commencé, on va l'appeler, puisque j'ai pris la peine d'utiliser les noms, voilà, j'utilise des noms déformés, hein. Enfin pas déformés, mais c'est pas du tout leur nom. On va appeler la personne Jean-Louis, par exemple Jean-Louis, il voulait commencer avec un personnage qui utilise un arc et la magie du vent, parce que dans un jeu vidéo, un MMO à l'occasion, ben, il y avait un personnage qui utilisait le vent et qui était une archère. Donc voilà. Et les appuis justement sont autour du jeu vidéo, on voit que ça prend beaucoup de place, et bien sûr sur l'imagerie globale. Et encore, l'imagerie globale donne des idées, mais en aucun cas peut faire figure de choix.
Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça par rapport aux archétypes, par rapport aux classes, par rapport aux races? Ben, finalement, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que les archétypes, les classes ne servent, en tout cas, c'est la réponse que j'ai donnée dans mon JDA, la- ça ne sert à rien. Ça, ne, ça peut raconter quelque chose, ça raconte quelque chose, mais c'est pas quelque chose qui est légitime, quelque chose qui a une classe spécifique. Vous pouvez dire que vous avez une massue et vous pouvez soigner, ou que vous avez une doge, parce que c'est ça qui va déterminer que vous êtes un prêtre. Est-ce que le personnage qui utilise le pouvoir de la foi est obligé d'avoir été un prêtre? Est-ce qu'un ranger qui comprend l'équilibre de la nature et qui utilise l'énergie druidique doit avoir été un druide investi par une magie rituelle? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Dans un univers où la magie respire, est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qui est défini comme un mage? Celui qui est académicien, qui a été à l'académie, ou est-ce l'autodidacte qui s'est réveillé et qui a commencé à manipuler les forces de l'éther? Et voilà, c'est pour ça que j'ai avancé justement à des joueurs que euh, les archétypes, non, les archétypes et les classes sont des éléments arbitraires. Mais attention, je tiens à rappeler quand même un truc. Je pense que même si c'est arbitraire, il y a beaucoup de choses qui sont arbitraires dans nos vies, mais qu'on garde parce qu'on a besoin de quelque chose à quoi s'ancrer pour pouvoir savoir ce qu'on aime et ce qu'on aime. Il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que ma perception est telle qu'elle, mais par contre, s'il y a un JDE qui me propose ce système avec des classes, je le jouerai. Voilà. Je vais dire, je joue à Warhammer avec le système, le W système de luxe, tout en sachant que dans, justement dans Warhammer, ben, j'ai décidé de faire une campagne de Warhammer 40 000 où justement j'interprète les joueurs interprètent des Eldar. Et les Eldar, est-ce que c'est pas les trucs les plus, euh, les plus catégorisés, c'est pas les groupes les plus catégorisables que possible. Ils ont une notion de culte du guerrier qui s'appelle les guerriers aspects. Les guerriers aspects, c'est des classes. Et les classes sont définies par quoi? Elles ne sont pas définies par leurs armes, elles ne sont pas définies par leurs compétences. C'est la mythologie qui justifie la chose. Et à ce moment-là, oui, on peut se poser la question aussi, est-ce que c'est l'histoire et la mythologie d'un individu, de son espèce, qui légitime la puissance? Et à ce moment-là, oui, c'est très possible. Mais je ne sais pas si c'est la théorie du héros mille visages, mais personnellement, j'ai vu deux versions de l'histoire, des grandes histoires, des histoires que les personnes aiment et raconter ou lire dans les romans. Soit la personne a quelque chose de spécial, soit la personne part de rien et elle se rend compte qu'elle est spéciale, mais j'ai jamais vu une histoire, sauf une histoire contemporaine, où une personne est humaine et elle suit une vie humaine, ou voire même elle subit les effets des choses qui lui arrivent dans la gueule, mais qu'elle n'avait rien de spécial à la base. Et que peu importe comment elle agit, elle mène quelque chose de spécial. Est-ce que, est-ce qu'avoir quelque chose de spécial légitime l'aspect, le fait qu'on suive un personnage, le fait qu'on veut jouer un personnage, le fait que ce personnage-là euh, vaut le coup d'exister? Voilà. Et ça, c'est encore à nous de le définir. Dans mon cas, je ne sais pas. Ça dépend. Ça dépend tout simplement. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la légitimité de la puissance. Mais personnellement, s'il faut rajouter un avis là-dessus, je pense que les personnages qui, au début, on laisse l'illusion qu'ils sont les spéciaux
et que finalement ils ne l'ont, ils sont, enfin, qu'ils ne sont pas spéciaux et que finalement ils le sont parce que ancêtre Panalgalata, je trouve que c'est un peu fatigué, c'est un peu téléphoné. Le héros mille visages, je pense que je le lirai un jour, mais tout ce qui a été décortiqué et qui a été justement, que j'ai vu en vidéo raconté, euh, la perception ne me plaît pas de cette chose. Telle qu'elle est, la perception ne me plaît pas, la perception des choses. Et je pense que justement, le héros mille visages, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je pense qu'on peut raconter des, plus de mille et une fois une même histoire, mais tous les mille et une histoires, il y en a qui seront plus pertinentes que d'autres. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand on regarde au-delà de ce prisme du héros mille visages? Malheureusement, cette espèce de logique, de discipline académico-humaine, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire on veut une valeur de référence physique et qui ne bouge pas, et en même temps arbitrairement le figer, nous mène pas à grand chose. Et c'est souvent ceux, non pas qui connaissent les codes, qui sont justement ceux qui créent vraiment, c'est plutôt ceux qui arrivent à s'en émanciper et à apporter quelque chose. Chose qui finit par devenir ensuite un classique, et donc les gens ne vont pas plus loin que ce que la personne a apporté à l'édifice et tournent autour. Donc, vous voyez que cette logique de la création dont je vous parle, j'y réfléchis beaucoup. Mais pourquoi je parle de la légitimité de la force au final? Ouais, je pense qu'on va conclure sur ça. Pourquoi? En fait, j'ai un joueur qui veut construire un personnage. Bon, je lui ai déjà expliqué mon avis sur l'optimisation, les archétypes, comme ça. Comme dit mon frère, c'est pas parce que tu dis la vérité à quelqu'un qu'il va l'accepter. Et il a raison. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il a tenté maintes et maintes fois à m'attabler de créer un personnage dont il soit fier de son aboutissement. Sauf que ça n'a pas vraiment été le cas. Et il se demande est-ce qu'il est superficiel dans le personnage, qu'est-ce qu'il peut raconter avec le personnage, et autres. Et comme je lui ai dit, un personnage n'est pas obligé d'avoir un thème, n'est pas obligé d'avoir une morale, ou le personnage n'est pas obligé d'avoir justement quelque chose, quelque chose de spécial. Le truc c'est pourquoi tu veux le jouer et qu'est-ce que tu as envie de jouer. Et du coup, en fait, peu importe la variété de personnages qu'il a fait, il en a fait de plein de catégories différentes. Il s'est pas enfermé dans un rôle, il a interprété plein de personnages différents. Mais finalement, il n'arrivait jamais au-dessus. Et après, je lui ai dit très clairement, puisque c'était le cas, que on va dire qu'on va l'appeler Gustave. Ah, on va dire que Gustave là, euh, il a voulu créer des personnages, mais il a tout. Je dirais que c'est sa superficialité dans sa vision conceptuelle, puisqu'on était dans une école d'art, et aussi par rapport à ce qu'il présentait, la plupart des trucs qu'il présentait, ou même dont il parlait et qu'il aimait, il y avait toujours une vision superficielle de la chose, et pas de profondeur. Mais la profondeur, c'est pas connaître le personnage comment dire ça, sans jaillir, hein, devant un personnage, oui, ce personnage-là, bah, il est cool, et en fait, vous voulez décortiquer à tout prix qu'est-ce qui est cool. Hein. Je pense que c'est un peu comme une blague. La blague, moi je compare la blague à une grenouille. Si tu expliques une blague à quelqu'un, bah, finalement, tu tues la grenouille, donc ça, oui, tu aurais vu ce qu'il y a à l'intérieur de la grenouille, mais la grenouille, elle meurt. Ben, je pense que c'est à peu près pareil pour le personnage. Il faut savoir si vous avez une âme, on va dire, si vous avez une âme analytique, bien sûr, vous allez essayer de le retourner, de l'analyser dans tous les sens. Mais sinon, vous pouvez ne pas être superficiel, mais quand même essayer de regarder ce que ça raconte, ce que le personnage est. Voilà. En gros, si c'est un type de comparaison au niveau de l'animal, ben, j'ai envie de dire, à défaut d'avoir une grenouille, ben, préférez que la grenouille, ben, elle soit de base transparente pour que vous puissiez voir ses organes.
Voilà, mais chacun sa perception de la chose. Et du coup, en fait, il est frustré de ça. Et le fait aussi, c'est qu'il y a un autre joueur à côté, qu'on va appeler Hugues, qui, en fait, il y a un truc assez bizarre avec les personnages d'Hugues, c'est que systématiquement, et ça, je sais que c'est pour mon univers, il peut se passer plein de choses différentes, mais systématiquement, à chaque campagne, son personnage, ton temps, peu importe le personnage, il finit par muter, par évoluer, mais muter en quelque chose d'autre que ce qu'il avait à la base. Du coup, en fait, je parlais de la légitimité de la force, une des légitimités de la puissance, ben c'était aussi ça. Est-ce que, justement, ce qui fait la légitimité de la puissance de quelqu'un, dans le milieu du JDR, c'est pas tout simplement son histoire et son vécu, mais son vécu dans la campagne. Plutôt que de projeter un personnage de base en amont qui est très fin, par exemple à la création, et que le MJ validerait par exemple qu'il est fort. Je vais vous laisser sur cette réflexion. Euh, je crois que j'ai à peu près tout dit. Euh, je pense que j'ai les idées plus claires maintenant sur certaines choses. Bien sûr, on ne peut pas toujours être d'accord sur ce qu'une personne dit, mais disons que pour le deuxième JDR sur lequel je travaille, la notion de combat et la notion de puissance, je l'ai retourné puisque c'était un univers que j'avais déjà créé au lycée qui, euh, qui était une espèce de mouvement rebelle et de contestation euh, de la notion de la puissance et du combat représenté, on va dire, dans la pop culture, hein, dans la pop culture, mais surtout la culture manga, euh, en tout cas perçue par mon entourage, c'est-à-dire mes potes, tout ça. Et après que j'ai créé cet univers, ben, avant de la créer, enfin, avant de la restructurer, parce que c'est à l'époque du collège, tout ça, je l'avais créé, le collège, le lycée, à ce moment intermédiaire, je l'ai laissé en suspens parce que je trouvais pas ça intéressant. Et du coup, je me suis dit, je vais retravailler. Voilà. Donc, du coup, euh, j'ai retravaillé l'univers, mais je me suis dit, j'ai voulu faire cet univers-là, est-ce que ça vaut le coup de le créer? Et je me suis dit, je vais réfléchir à la nature même du combat dans sa grande définition, de la diversité dans sa grande définition, mais aussi de la puissance dans sa grande définition. Ce qui m'a amené à créer cet univers-là et à me rendre compte que oui, j'avais des choses à raconter, mais pas nécessairement avec les aspects centraux. Donc ce que je vais faire pour conclure, c'est que je vais vous dire, faites attention quand vous créez un univers au niveau des thématiques, ou quand vous vous intéressez à quelque chose, ne vous arrêtez pas juste à la thématique, ou sa définition, ou sa conception. Vous devez commencer à vous intéresser non pas à ce qui vous est montré, mais à ce que vous ne voyez pas et ce qui est perceptible. C'est assez, c'est assez perché comme conclusion, mais c'est ça qui fait justement que le JDA que j'ai créé, ou les JDA que j'ai créés, ben, j'ai des choses à raconter, mais j'essaie de le faire intelligemment et que j'aurai toujours quelque chose à raconter intelligemment. Mais après, si vous voulez pas raconter, au pire, vous pouvez vous dire, bon ben, s'il y a de la bagarre, il y a de la bagarre. Mais il n'y a pas que la bagarre. Voilà. C'était Gigi pour GJDR. Bon, bah, ça m'a fait plaisir. Une vidéo longue encore, mais là, c'était une vidéo réflexion. Et surtout, c'est difficile de remettre en place à peu près la pensée là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Vous connaissez la base. Hein. Et je vous dis à la prochaine fois. Qui sait, je vais vous apporter une autre réflexion là-dessus. J'attends vos commentaires, hein, histoire de voir ce que vous en pensez. Et quelle est votre perception de la chose? Moi, je suis très curieux de voir ce que vous avez à dire. À la prochaine fois.